Et bonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur GBM2, cette émission que vous avez tant souhaité finalement, qui reprendra le cité sur la 96.00 FM. Il est 11h, passé de pratiquement 7 minutes, on s'en va pour la revue de l'actualité marquante de cette semaine de l'information. Et cette semaine, bien entendu, l'actualité a été marquée par des actualités qui donnent du froid dans le dos. On a commencé par parler de cette disparition brusque du côté de Yaoundé d'un confrère de la chaîne d'État Vincent de Paul. Que s'est-il passé? Entre maladie et phénomène mythicisme et règlement de compte, on ne sait pas de quel poids la balance se pèse. Et également avec le phénomène qui commence à devenir courant, la pratique déviante sexuelle en groupe, communément appelée par tous. Le fait a été relevé du côté de Kribi et le monde chrétien qui a été frappé de fois par un problème conjugal. Quand on dit non aux violences conjugales, avec la disparition brusque de la chantre au Sinati, et également ce fameux problème des transactions de portefeuille mobile qui commence à jaser entre OM et Momo. On ne sait plus sur quelle tarification se fixer. Le sujet nous intéresse dans le cadre de GBN Hebdo. GBN Hebdo. C'est le round-up de l'actualité sur GBN Radio 96.4. Tous les samedis de 11h à 11h30. Écoute GBN Hebdo. L'adresse, elle est donc fixée. Écoute GBN Hebdo pour avoir la bonne information expliquée et commentée de la semaine qui nous a marqué. Nous recevons dans le cadre de cette livraison du 16 avril 2022 Charles Penkakano, lui qui est journaliste d'investigation, et également Junior Tchabda, également, qui était un observateur de la scène sociale, politique, économique et bien plus serviteur de Dieu également. La précision en vaut la peine. On va commencer simplement par vous qui faites votre entrée. La seconde d'ailleurs ici à GBN Radio, Junior Tchabda, on a eu cette nouvelle froide de la disparition d'un confrère de la presse au Cameroun, Vincent de Paul à Tangana. Comment vous avez vécu cet événement-là? Bonjour à votre panel, bonjour à mon copanaliste, bonjour à tous les auditeurs de GBN Radio, à tous ceux qui sont scotchés sur la 96.0 FM chaque samedi pour écouter cette excellente émission. La question à moi posée concernant votre confrère Vincent de Paul à Tangana fait vraiment froid, comme vous avez dit dans votre propos liminaire. Je crois que ce n'est pas un phénomène qui est isolé pour le cas de Vincent de Paul à Tangana. On a vu concernant la CIATV particulièrement beaucoup de morts mystérieuses ces derniers temps. Et ce qui est frappant, c'est que les dossiers sont généralement ouverts les enquêtes sont ouvertes généralement pour certains cas. On ne connaît pas quelle est la suite des enquêtes. On ne donne pas de points de presse ni personne ne sait de quoi il est question et ainsi de suite. Mais je crois que ce qu'on a vu dans la presse, c'est beaucoup de personnes parlaient des organes mutilés. Je ne sais pas si cette information est vraie et si ça on a dit qu'il gissait dans le sang. Oui, l'information a balayé la toile. Beaucoup de personnes l'ont rayé dans les forums, les réseaux sociaux, qu'il a été mutilé dans ses parties intimes. Et voilà. Et donc, dans un pays qui se respecte, dans un pays des droits, puisqu'on dit que le Cameroun est un pays des droits, le procureur de la République se saisirait de cette affaire, ouvrirait l'enquête et même saisir même le corps, bien encore, sceller le corps, interroger les gens les plus proches d'abord pour pouvoir épiloguer sur éplucher les différents soit ces numéros, les contacts et faire des enquêtes. C'est quand même pathétique pour notre pays. Pour comprendre le motif de ce meurtre crapuleux. Parce qu'en fait, il ne peut pas se tuer, s'est mutilé lui-même. Oui. Donc forcément, on voit clairement si c'est ça savait qu'il y a eu mutilation, donc il y a eu un meurtre. Et quand il y a un meurtre, naturellement, le procureur de la République doit se servir automatiquement de là-bas. On ne doit pas entendre les 13 autres instructions du chef de l'État pour ouvrir l'enquête. On n'a pas quand même eu une sortie du MINCOM, qui est le premier concerné, puisqu'on parle de la presse au Cameroun, qui devait se prononcer sur ce cas d'espèce, par exemple. Oui. En fait, le MINCOM doit faire la sortie parce que c'est un de ces éléments qui est décédé. Mais quand il y a meurtre, ça ressort de l'affaire judiciaire. Donc le judiciaire doit se prononcer et donner, quel qu'en soit le cas, le ministre ne peut pas donner les éléments factuels par rapport à sa mort. Il va certainement condamner avec la plus forte énergie, comme on sait le faire, mais c'est un compatriote qui est décédé. C'est un chef
de famille qui est décédé, c'est un collègue, c'est un monument de la radio qui est décédé ainsi. Donc je crois que pour ma part, le procureur de la République en est responsable. Il devait tirer les conséquences par rapport au droit. De toutes les façons, on a besoin de comprendre réellement ce qui s'est passé. Que le dimanche d'avant, Vincent de Paul soit à son poste en train de faire dimanche midi, le lundi d'après, au premier de la matinée, il est décédé. Et je disais dans mon propos liminaire que ce n'est pas le seul cas. Il y a plusieurs décès comme ça. Ici au Cameroun, y compris à la CIA TV. Quand il y a une de ces années, il y avait un monsieur qui avait été propulsé au 8e étage de l'hôtel Hilton. L'hôtel Hilton, n'importe qui n'y entre pas, il y a des caméras de surveillance, mais jusque-là, l'enquête n'a jamais abouti. Il y en a plein, on peut encore citer comme ça, plein de cas ici au Cameroun qui sont ouverts et on ne ferme jamais. Et voilà, vous êtes donc journaliste d'investigation, Charles Penka Camo, et cette histoire vous a personnellement touché. Comment est-ce que vous avez fait votre analyse sur ce drame qui est arrivé comme ça, qui a retenti comme un coup de tonnerre sur le dos de la presse au Cameroun? Vincent de était un élève de STIC sorti de la 28e promotion avec pour camarade Junior Bignam, Aimé Pafébina. Je pense que c'était un brillant journaliste, l'homme qu'on appelle l'homme de décret, qui avait l'habitude donc de prononcer le journal du 17h et tout le monde connaît la prééminence qu'il avait donc sur le monde donc, des médias. Et il s'est déversé au niveau du sport et nous avons vu tout ce qu'il a fait lors de la CAN, lors de la CHAN, puis lors de la CAN. Je pense que sa mort est un coup fatal et on doit se poser beaucoup de questions, savoir qu'est-ce qui se passe réellement à la CRTV. Pourquoi est-ce que ces derniers temps... Est-ce que c'est un chef d'État qui est un problème ou c'est un problème de moralité? Parce que beaucoup disent également que derrière cette ossature de foi que nous avons, ou les hommes de la presse ont, d'avoir cette grande envergure, il y a aussi un réel problème de moralité parce que l'histoire, les faits qui sont rapportés sur la toile stipulent qu'il a ramené dans son domicile une dame, une présumée dame, qui serait le coupable de ce meurtre. Et qui n'a rien... sa compagne, plus que les faits rapportent également que sa fiancée Benoît Petit-Martin était abasourdi, sans voix, sans parole. Moi je pense qu'un homme de 46 ans devrait automatiquement soit être marié, soit être en voie de se marier. Et nous connaissons que nous avons une société qui est totalement détruite sur le plan des mœurs, une société qui est malade, une société où à certains postes de responsabilité aujourd'hui, il y a des pratiques immoraux qui se font pour pouvoir y accéder. Je pense que pour ce qui s'est passé, pour le cas qui nous concerne à l'heure actuelle, et la procédure est en cours, parfois il est très difficile de se prononcer. Bien sûr, parce que la procédure qu'on va passer tellement, la trancher, on essaie de comprendre comment cela peut se passer. Parce qu'on se dit quand même que Junior a un certain niveau de responsabilité. On ne devrait pas tomber sous certaines bassesses. Beaucoup estiment dans les supputations populaires que c'est une mort de la honte. Que comment est-ce qu'on a pu arriver à ce stade-là au point de se faire mutiler de cette façon? Et qui est l'identité de cette dame? L'un des présidents nigériens est décédé, Sani Abacha. Oui. C'était avec des dames. Ici au Cameroun, on a vu des directeurs de l'école publique qui sont morts à côté des dames. Oui. Donc on ne peut pas dire que je crois qu'on peut toucher le cadre moral. On peut interroger la morale de la personne parce que professionnellement parlant, il n'est pas le seul d'ailleurs qui le fait. Il n'est pas le seul qui le fait. Exactement. Lui, il en est mort. Exactement. On ne le souhaite pas. On respecte sa mémoire, mais beaucoup continuent de le faire. Exactement. Mais beaucoup continuent à faire ces pratiques-là. Et généralement, quand vous avez des ennemis qui vous taguent chaque fois, on connaît votre faiblesse. C'est avec votre faiblesse qu'on vous tiendra certainement. Ceci montre clairement que Vincent de Paul traînait derrière lui les ennemis. Maintenant, je me pose la question, qui gagnerait? Qu'est-ce qu'on gagnerait avec ces organes? Voilà. Donc, ça montre clairement qu'il y a une cabale qui s'est fait avec ces choses-là. Voilà. Et ça peut être également une personne qui a été indiquée et que cette femme-là, on ne sait jamais, il faut que l'enquête soit ouverte et que les résultats donnent la chose. La personne peut soit fermée. Puis on dit parce que je me vois à moins qu'il soit empoisonné, il faut également que l'autopsie révèle peut-être qu'il a été endormi ou bien empoisonné et qu'il était inconscient lorsque cet acte s'est passé. Pour qu'on puisse comprendre qu'une femme puisse lui faire cela sans qu'il ne se défende. Parce que le corps gisant dans le sang montre clairement qu'il était inerte lorsque ça s'est passé. Donc on peut supposer sans être des experts, on peut supposer qu'il avait déjà été empoisonné, soit il était mort avant que le corps ait été mutilé. Voilà. Parce qu'une femme ne ferait pas cela à un homme de cette taille-là, de cette envergure. Alors, quand même, de ce gabarit, Charles, on s'est posé beaucoup de questions. Ça veut dire qu'on pourrait dire qu'il n'était plus conscient, qu'il n'était plus animé quand tout se passait. Est-ce que quelque part on ne peut pas interpeller si la prudence, le civisme et la pudeur
des hommes de médias et même des corps de métier pour dire que des fois, quand la société vous regarde comme un miroir, soyez élus. Il y a un souci réel au Cameroun. Nous sommes arrivés à un niveau où, quand ça ne touche pas un certain genre de personnes, on n'en parle pas. Nous avons été sujets à plusieurs reprises de ce type de pratique dans les hôpitaux, dans nos hôpitaux au Cameroun. Oui. On en a... pas fait cas. On n'en a pas fait cas, ou bien on en a très peu parlé, ou après l'affaire s'est arrêtée sans qu'on puisse en savoir. Je pense que aussi longtemps qu'aucune mort ne sera tolérée, ou bien ne sera très minimisée, aucune enquête ne sera faite à la légère, nous ne pourrons pas sortir de l'auberge. Je crois également que c'est votre rôle des médias et des journalistes d'investigation d'aller au fin fond des hommes qui sont concernés par ces choses-là et interroger pourquoi ces choses ne piétinent chaque fois. Voilà. Vous, ce que vous venez de dire est très intéressant. À ma posture de journaliste d'investigation, pourquoi je parle très peu de ce sujet à l'heure actuelle? Parce que je suis en train de vouloir comprendre exactement qu'est-ce qui ne va pas. Je suis en train de faire une enquête tout autour de ce sujet. Mais il y a un sérieux problème au Cameroun, c'est que l'information dans ce sens est biaisée. L'accès à l'information est bloqué. Et parfois, vous ne connaissez pas par quel supplice nous passons souvent. Où nous sommes traités de tout et de rien. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été entendu, j'ai été incarcéré, j'ai été torturé, j'ai été interpellé, menacé par voie de téléphone, parce que je suis en train de vouloir permettre que la lumière sorte sur certains sujets. Dans ces cas, il sous-entend donc que dans les hauts lieux de ces pays, si se trouvent des gens qui sont macabres et qui veulent cacher les ténèbres. Un peu comme ce cas, par exemple, on n'a pas voulu donner l'information claire sur ce qui s'est passé avec ce confrère qui part brutalement. Et on a eu comme ça plusieurs cas, sans qu'on les cite quand les cas des bébés volés à l'hôpital. Par exemple. Exactement. Vous avez vu aussi ce jeune homme qu'on avait amené à l'hôpital central Yaoundé et on a retrouvé les intestins, tout ce qui s'est passé et qui n'avait plus rien. Je vais vous dire une chose, c'est que dans le cadre de ce confrère, que je connais parfaitement bien, parce que je l'ai côtoyé à l'époque quand j'étais à la CATV à Yaoundé, je le connais personnellement, c'est un sportif dans l'âme. Donc c'est difficile. Donc je suis convaincu d'une chose, c'est que en tout cas de deux choses l'une. Soit il n'y avait pas que la dame dans la maison, soit il avait été donc sous emprise avant que l'acte ait eu lieu. Parce que si c'était seulement la dame à elle seule, c'est impossible. Parce que c'est un sportif dans l'âme. Tous les dimanches matin, je vais vous dire, il est au Parcours Vita. J'ai déjà fait. Et c'est des collines, c'est des obstacles, et qui le bravait pendant 3 heures au moins. Comment peut-on expliquer qu'il puisse être neutralisé par une dame seule? Non, ça ne peut pas se faire. Et sa famille vit juste en face. Sans qu'il y ait de bruit. Sans qu'il y ait de bruit. Qui aurait pu aller de sa famille. Exactement. Puisque le matin, c'est son fils qui vient cogner et trouve qu'il y a une situation. Il rentre à interpeller la maman. Ensuite, elle revient. Donc, ça veut dire que la famille avait l'habitude de faire le va-et-vient de ces maisons. Puisqu'il vivait dans son village natal à AK1, dans l'arrondissement de Soie. C'est-à-dire qu'il était au centre de la ville. Ce n'était pas quelqu'un qui habitait où le village était lointain de la ville. Puisqu'il est dans son village à AK. En tout cas, on attend certainement que la procédure, les enquêtes en cours nous livrent finalement les résultats. Non, nous savons très bien que ça ne livrera pas les résultats. S'il faudrait que les résultats ne soient pas là, on comprendrait qu'il y a un vice sur ce qu'on ne voudrait pas dire au Cameroun de la vérité. Donc il faudrait donc que les résultats aboutissent. Le cas de la violence faite à vos confrères également, Pochuta, par exemple. On voit clairement que la violence est faite à vos confrères chaque fois. Comme pour le cas de Pochuta qui est cité, d'autres sont obligés d'aller en exil. On se souvient également d'un jeune garçon qui avait été tué dans l'histoire. Ivana, je crois que c'est Ivana, avait un patron de la presse ici. L'histoire s'est tuée justement parce qu'à cette instance il n'y a pas d'enquête. Non, cette histoire n'est pas tuée. Cette histoire a été remise à jour. Dans les jours qui viennent de passer, je pense que Ivana a été entendue. C'est-à-dire la petite copine de Bruno Bijan a été entendue. Et il y a des choses qui vont être faites. Je pense que la mort de Faubourg n'a pas été enterrée. Donc là, les enquêtes se suivent. Mais je vais simplement vous dire que ce qui fait le problème au Cameroun, ce n'est pas le journalisme. Ce n'est pas le confrère, ce n'est pas la justice. C'est la politisation de l'espace public. Tout a été tellement politisé au point où quand tu veux mener une enquête, quand tu veux comprendre ou bien attirer l'attention
de la population ou bien du public sur certains faits ou bien faire lumière sur certaines situations, automatiquement tu classifies. Oui. D'accord. C'est ça qui fait problème. Mais je m'interroge sur la mutilation dont on fait. Le cas de Vincent de Paul n'est pas un cas spécifique parce qu'on voit des gens, des corps sans vie avec des organes prélevés. À quoi servent ces organes-là pour les politiciens? La question se pose. On espère donc que les enquêtes en cours pourront nous donner des résultats parce que c'est un fait qui commence à devenir vraiment macabre au Cameroun, qui entache l'image de ce beau pays. On a besoin d'avoir la lumière sur le cas Vincent de Paul, sur les autres cas qui ont précédé, pour que ça ne devienne pas un rituel d'ouvrir les enquêtes et ne pas enfermer, parce que le corps a besoin d'un respect. On ne va pas ouvrir une autre brèche, d'ailleurs qui va vous interpeller, qui va vous choquer, parce que vous êtes non seulement père éducateur, conducteur et père de famille. On parle également de ce phénomène qui a été saisi du côté du Kribi, où pratiquement 30 élèves, Charles Penka, se sont retrouvés dans des pratiques contre nature. Quand on sait que quand on est élève, sa première fonction c'est d'étudier. Ce n'est pas de penser à des affaires de vague couverture. Je pense que... Malheureusement, on a eu ce cas ici à Gola, du côté de Bonamonsadi, et quand les interpellés ont été saisis, arrivés du côté de la mairie, ils ont été simplement relaxés. Ils se racontent que les Allemands avaient dit que la pratique sexuelle à plusieurs n'est pas proscrite au Cameroun, quand nous sommes dans un contexte de Covid. Ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Kribi nous a toujours fait cas de ce type de choses. Il y a beaucoup de temps où nous en parlons de ce type de situation à Kribi. Je me souviens quand j'étais jeune technicien, technico-artistique, dans une chaîne de la place à Yaoundé, un jeune homme est venu me voir et me dit ils ont un film à tourner. Oui. Ils voudraient que je vienne les aider à tourner ce film. Est-ce que je suis prêt à venir filmer et leur remettre la bande? J'ai dit il n'y a pas de problème. Combien est-ce que vous me payez? Ils m'ont dit 200 000. Je me suis rendu donc au lieu dit c'était à Bastos, dans un quartier chic de Yaoundé, dans une villa bien équipée et qui semblait être habitée. Moi j'ai vu les jeunes entrer et sortir. Pour moi ça ne me disait rien au départ. J'ai mis ma caméra, il m'a dit non, position de la caméra, tout ce que tu peux faire. Et ils m'avaient déjà payé. Ils m'ont dit tout ce que tu as à faire, c'est de faire les images. Ne t'intéresse pas à ce qui va se passer. Oui. J'étais pris au petit soin, un bon café, des sandwichs. Mais au départ, je me disais que c'était juste de la danse. Oui. Mais puis je me suis rendu compte que quand le temps passait, que les habits sautaient. Alors j'ai arrêté ma caméra et dit mes enfants, soyons sérieux. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Ils m'ont dit, grand frère, on t'a payé, fais seulement ton travail. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté la bande, je suis sorti, j'ai pris mon matériel, je suis parti. J'ai dit, et que personne ne me suive. Vous avez remis les 200 000? Je n'ai jamais remis à cet argent parce que là, c'est la punition pour leur forfaiture. Oui. Alors je vais donc dire que quoi? Ce qui se passe à Kribi n'est pas un cas isolé. C'est un fait permanent. Pourquoi? La société est malade. Les enfants sont détruits dès le noyau familial. Oui. J'ai eu toujours à dire qu'il y a quatre entreprises dont je peux dire quoi? 4 structures qui gèrent l'éducation d'un enfant. Voilà, 4 piliers qui influencent. 4 piliers. D'accord. Il y a la famille. Oui. Il y a l'église. Oui. Ou bien les religions. L'État. Il y a l'État. Oui. Et il y a l'éducation. On peut ajouter un 5e pilier qui est l'environnement. Oui. Je le remets dans l'État. Oui. Alors, je dis, si chacun ne joue pas sa partition, nous allons voir pire que ça. Je vais vous dire une chose, c'est que ces enfants sont dans des familles. Oui, ils ont été éduqués par des parents. Et dans un programme que nous avons fait ici, là, je sais même dans l'antenne hier, Denis pouvait dire que ces enfants sont des familles. Exactement. Donc, le premier responsable, c'est la famille. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites voir à vos enfants? Qu'est-ce que vous leur dites au quotidien? Qu'est-ce que vous faites vous-même en tant que parent? Est-ce que vous êtes des modèles pour ces enfants? Est-ce que dans votre comportement quotidien, est-ce que vous pouvez leur faire dire j'aimerais être comme papa? D'accord, là je relance tout de suite. Junior Chapda, on a parlé de ces enfants qui sont dans la semaine pascale. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants. Mais ce qu'on ne comprend pas, et ce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre, c'est que dans la génération d'il y a 10 ans, c'était difficile de voir un jeune garçon miroiter l'épaule de sa jeune sœur. Aujourd'hui, on trouve des enfants 10, 20, 30 qui se retrouvent en train de classe quelque part et qui s'amusent à des jeux très dangereux. Oui. En fait, quand vous parlez de 10 ans en arrière, il y a le phénomène, Satan a toujours été Satan. Bien sûr. Il livre généralement seulement les attributs au fur et à mesure. Donc ça veut dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Quand vous allez remarquer, en fait, c'est parce que les multimédias et
et les moyens des téléphones que nous avons maintenant ont plutôt révélé et mettre à nu au goût du jour les choses qui se passent. Le cas de notre frère, de votre confrère Charles, qui parle maintenant, qui filmait, sans savoir qu'il était justement. Maintenant, combien sont ceux qui font la même chose? Parce que lui, il avait au moins une bonne moralité, il n'a pas voulu faire ces choses-là. Mais à coup sûr, puisqu'ils étaient engagés à faire ce qu'ils sont censés, avaient décidé de faire, ils prendraient une autre personne et la personne fera cela sans état d'âme. Maintenant, dans son exemple, on voit clairement que ça ne peut pas être des enfants de n'importe quel quartier, parce que c'est à Bastos, dans une villa, dans ce monde, que ce sont des enfants des responsables. Les enfants l'ont payé. On peut questionner également la moralité de leurs parents. Tout à l'heure, en amont, nous avons essayé d'épiloguer sur le cas de la mort des confrères. On a vu que ce sont des gens du haut lieu qui ont la main mise sur ces choses-là. Quand vous voyez que vous avez un parent qui a triché pour arriver dans les hautes sphères, d'autres sont dans les sectes et autres là-bas, dans les sectes ésotériques, et que d'autres personnes sont des pédophiles. Comment attendrez-vous que ces enfants se réagissent? Parce qu'en fait, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ce qu'on ne comprend pas, c'est il y a quelques années, quelques mois, quand ces enfants étaient pris, vous le prenez parent, vous les chicotez. Moi, je me rappelle, j'avais été fouetté plusieurs fois par le voisin. Quand papa venait, il me fouettait à côté devant le voisin. Voilà. Maintenant, c'était un petit mot fou, un petit con. J'étais fouetté par le voisin. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui attrapent cette personne, ils y participent, ils filment pour avoir beaucoup de vues sur la C'est ça qui montre que la moralité a foutu le camp. En fait, dans la moralité africaine, l'enfant était l'enfant de tout le monde. Ça veut dire que chaque personne avec les yeux régadiens, gendarme sur ses enfants. Un parent pourrait trouver un autre enfant qui figure à l'école et l'attrape et il lui donne le fils. C'est son enfant. Parce qu'il considère que c'est son enfant, parce que son enfant pourrait faire cette chose-là. Donc je dis, vous touchez à l'enfant de quelqu'un, vous serez dans les minutes qui suivent, la police vous cherchera. C'est quoi? Ça veut dire qu'on essaie d'importer remarquez qu'en Europe par exemple, il y a la théorie déjà et toutes les autres choses qui font, on donne beaucoup de droits à l'enfant. On tape pas l'enfant. Pourtant la parole de Dieu dit clairement que c'est pas le moyen de correction qu'on doit éloigner la folie de l'enfant. Alors quand l'enfant grandit dans cette folie de grandeur, dans cette folie où on ne peut pas dire quoi que ce soit, et même il y a des maîtres même qui donnent la correction aux parents, les parents envoient la police pour déguerpir l'enseignant ou bien encore le faire affecter. Les enseignants ont peur de reprendre. J'ai pas l'impression que dans ce cas d'espèce acribi, les enseignants ont voulu sévir, mais chacun a peur pour sa vie, chacun a peur pour sa profession. Voilà, pour préserver son gagne-pain quotidien, il préfère livrer en laissant une fois de plus l'enfant à l'éducation. Tout à l'heure, vous avez cité 4 fondations ou bien 4 piliers de l'éducation. Et à chacun de ces piliers-là, on peut également interroger. Lorsque le parent est défectueux, on peut attendre une éducation biaisée à l'enfant. Lorsque la société a une moralité de corrompue dans les élections et autres, on a vu sur les réseaux sociaux comment quelqu'un vient témoigner que pour aller prendre de son argent, je crois que le Roméo dit Caprice, c'est ça, pour aller prendre de son argent chez le président, un ministre ici au pays lui a demandé de se faire permettez le mot, commettre l'acte ignoble pour pouvoir avoir accès à son argent. Ça, c'est au sommet de l'État que ça se passe. Et chaque fois, on voit les dénonciations qui sont faites avec des personnalités de cette république-ci. Quand une république est comme ça, on ne s'attendrait pas que tout autour de la société, parce qu'on a dit sur le deuxième pilier, que la société tout autour a une mauvaise mœurs, que les enfants qui y sont en aide d'une bonne. Pour le cas de l'éducation, on voit également, pour le cas, j'ai également un exemple sous la main d'un enfant qui avait été dragué sur sa page Facebook par un enseignant, et c'est un garçon, donc c'est un enseignant qui est homosexuel. Et il essaie de l'attraper pour l'amener quelque part. J'ai pris le téléphone, j'ai posé la question pour faire parler ce monsieur, et ce monsieur était un enseignant. Il était un enseignant. Je me pose donc la question. Un enseignant qui commence à aller sur Facebook pour chercher des petits enfants comme ça, des garçons, pour commettre de tels actes. Combien sont ces enfants qui sont sous lui? Tous les jours. Tous les jours. Et nos enfants sont sous les mains. Donc vous allez donner l'éducation chrétienne à vos enfants. La société, vous allez faire tant bien que mal les préserver des réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais quand ils seront à l'école, enterrer ces personnes. Bon, dans les écoles confessionnelles comme l'église catholique, on a vu clairement comment les enquêtes ont révélé pendant des siècles comment il y a de pédophilie. Voilà, donc finalement, en clair, on voit clairement qu'il y a un esprit derrière. Voilà, là, qui se pose là. Aujourd'hui, avant qu'on ne passe au troisième sujet, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ça vaut encore la peine d'envoyer les enfants à l'école. Beaucoup de parents sont en train de se résigner et dire ça vaut la peine de se rabattre sur les tuteurs, ce qu'on appelle communément les répétiteurs, les enseignants de rescousse, parce que l'école aujourd'hui, le milieu de l'éducation, l'instruction fait peur. Mais vous envoyez un répétiteur bien enceinte votre enfant à la maison. Je pense que ça vaut la peine d'envoyer les enfants à l'école. Le problème de l'école, je vous avais dit, c'est un problème lié à la réforme. L'école telle que nous la vivons aujourd'hui est une école post-coloniale.
qui avait pour un seul objectif, c'est-à-dire les blancs partants, il fallait dans des cadres africains qui puissent savoir lire et écrire pour remplacer les blancs. Voilà comment l'école avait été faite, c'était pour apprendre à lire, écrire et travailler dans la fonction publique. Un point, un trait. On n'avait pas dit que l'école était un lieu d'éducation. On éduque en famille. On éduque, c'est-à-dire l'école pouvait permettre. Je prends un exemple. Mon fils, je lui ai dit un jour, ta maîtresse a mal écrit. Il m'a dit non, papa, ma maîtresse ne peut pas mal écrire. Pourquoi? Parce que sa maîtresse est pour lui comme un dieu, un modèle, un exemple. Alors, si cet enfant arrive, si on arrive à briser ce modèle, il y a un problème. Oui. Et je dis, tout le monde a contribué à biaiser l'enseignement, l'école au Cameroun. Même nous, en tant que médias, quand sur nos plateaux, deux imminents enseignants s'insultent. Tu ne réponds, tu peux me tricher. Qu'est-ce que vous voulez que ça puisse encore faire dans la tête de l'enfant qui suit et qui est son élève? Oui. Comment va-t-il encore croire à cet enseignant? Voilà. C'est cet ensemble de choses. Malheureusement, ce qui est c'est ça. Oui, exactement. Et tous ces enseignants sont plus présents sur les plateaux que ceux qui devaient y être. Exactement. Et ils posent des actes qu'on se pose des questions. Voilà d'un. De deux, le système éducatif que nous avons fait problème. Quand dans nos livres, on amène les gens plutôt à l'homosexualité et à autres dépravations, qu'est-ce que vous allez nous dire? Aujourd'hui, il y a des manuels scolaires qu'on a eus qui sont dangereux pour l'éducation d'un enfant. Or, à notre époque, quand nous étions encore jeunes, il y avait le cours de morale, il y avait le cours d'éducation civique, beaucoup de qu'on appelait civisme. Je retour à cela. Oui. Je réclame le retour à la morale. Voilà. On avait des livres tels que Mamadou et Bineta qui avaient des... Quand tu lisais le contenu, ça te permettait d'être accroché à ta culture. Mais on a un problème, c'est que malgré le fait que de plus en plus d'Africains produisent leurs manuels, mais nos manuels sont déconnectés de la réalité et nous détruisent le petit tissu social qui pouvait y exister et le respect qui était. Je me souviens, quand je faisais 6e, je n'ai jamais oublié cette histoire. J'avais été consigné. Je devais donc venir samedi balayer la classe. C'était au collège de la réunification à Bafoussam. Je suis venu donc le samedi pour balayer la classe. On m'a envoyé en classe de première. J'ai trouvé un éminent football, le qu'on appelle Tchakouna, en train de bûcher au tableau. Je me suis mis à balayer. Il me dit, petit, laisse-moi finir avant que tu balayes. Il dit, monsieur, on m'a envoyé balayer, je dois balayer. Je me suis mis à balayer. Le gars est venu, il m'a fouetté correctement. Je me souviens, mais maintenant, quand celui-là arrive, il me remet encore la chicotte. Que tu sais comment on fait pour arriver en première? Tu sais comment on est passé pour arriver ici? Alors, faites-le correctement. Mais je me suis demandé, mais tiens, moi je suis venu sur la demande de surveillant. Comment il autorise encore? Alors, c'est aujourd'hui que je comprends ce que ça signifiait. Et j'ai fini tous mes années au secondaire sans plus mettre pied dans la classe supérieure d'à côté. Parce que je trouvais qu'il faut beaucoup d'années pour y arriver là-bas. Oh, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Cette morale-là. C'est-à-dire, vous allez voir un enfant de terminale aller draguer une étudiante d'université. Ça fait problème. Oui. Donc je dis, il y a un problème lié à l'éducation, lié au système éducatif, lié aussi à ce que nous regardons au quotidien. Parce que, et aussi je dis, la faute, nos églises ont aussi beaucoup de responsabilités. Oui. Parce que, avant, quand on me disait ton prêtre ou bien ton pasteur venait à la maison, chacun s'arrangeait. Oui. Mais combien de temps le pasteur venir raconter les parents? Oui. Combien de temps passons-nous sans refaire la visite d'une autorité religieuse? Est-ce que lui-même il est même un modèle aujourd'hui? Question. Alors, si faut pousser loin, est-ce que nous avons mis les structures qui nous permettent d'éduquer nos enfants à la fois sur le plan spirituel et confessionnel? D'accord. Et la réponse, nous avons sous les yeux parce que juste à quelques pâtés ou à quelque part, ce studio, il y a certainement un institut d'épanouissement social qui a ouvert ses portes hier sous l'initiative de Dame Denise Bonnet. Et je crois que c'est pour résoudre ce genre de problèmes. L'institut va continuer ses programmes. Mais pour ce jour, il siège au sein de la salle de conférence de radio GBN. Pendant que nous parlons des problèmes de famille, des problèmes d'épanouissement et de moralité, il y a un autre problème qui nous a donné des coups de froid. Et je crois que Charles a sous les yeux. Il vous également d'élèves qui se bagarrent. Oui. Bagarre avec la maîtresse, les maîtres sont poignardés. Ils se bagarrent avec la maîtresse. Et les élèves, on va peut-être l'écouter dans un moment, autant pour nous de revenir sur un autre fait certainement qui n'a pas laissé l'humanité ou alors le commun de mortels sans voix. On se rappelle cette chanson, Écou aimé,
On n'avait jamais, j'ai lu tellement d'articles sur cette disparition. Jusqu'à hier soir, encore très tard dans la nuit, tu pouvais avoir la version de la sœur jumelle de Osinachi qui révélait d'ailleurs la position de la famille et de son pasteur qui dit n'avoir jamais été au courant qu'elle était victime de violence conjugale. Malheureusement, dans une violence conjugale, la chambre de l'Éternel est partie prématurément de la tombe. Tellement ce son que Charles veut nous faire écouter, il s'agit d'une bagarre entre l'élève et... Non, c'est entre le mari de Osinachi et elle. Voilà, voici dans le bruit entre Osinachi et elle-même, on a pu capter... Et nous avons ça en vidéo. On a cette vidéo dans le journal d'investigation. Le mari a un fait à repasser en main. Il est pasteur. Voilà. C'est pas beau à entendre, ça fait mal. On n'aurait pas voulu réécouter ça. On ne peut pas traiter un problème si on ne met pas le doigt sur la blessure, parce que depuis la disparition d'Osinachi, beaucoup d'encre ont coulé, beaucoup de salés sont tombés. On voit même pour certains de ne plus vouloir se marier. Ce matin, je vous informe, il y a une Nigériane qui devait se marier ce matin, mais hier, elle a prononcé sa séparation. Elle était fiancée. Et jusqu'à hier, elle annonce à son fiancé qu'elle ne se marie plus. Motif, violence conjugale. Voilà. Bon, je pense que sur ce sujet, ça me fait plaisir qu'on y en parle. Je peux dire, le problème est plus loin que ce qu'on y voit. Je pense que nous devons nous regarder en face et nous poser la vraie question. Oui. Quel est le modèle d'église que nous bâtissons? Quel est le modèle sociétal que nous voulons? Est-ce que dans nos églises aujourd'hui, nous faisons ce que nous devions vraiment faire? Est-ce que le pasteur, leader, est-ce qu'il est à l'écoute de ses brebis? Est-ce qu'il veille sur ses brebis? Quand lui-même il est auteur de ce type de choses, quelle est l'éducation qu'il devrait donner? Je pense que... Et ça a été un grand choc. Je pense que ce qui est arrivé à... Junior de constater, si je prends le mot à la bouche, quand les gens ont constaté le statut de son mari, qui était un homme d'église, et qui influent d'ailleurs, et qui chaque jour pratique des actes de violence sur son épouse. Voilà le son qu'on vient d'écouter, l'événement sonore. Il a un fait à repasser entre les mains et qu'il est en train de l'annoncer son épouse avec. Et qui est chauffé. Je vais donc dire qu'il y a un sérieux problème. En tant que pasteur aussi, ça m'a fait mal, cette situation. Je me suis posé une question. Est-ce que nous discutons avec nos fidèles? Est-ce que nous causons au quotidien avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? Je me lance dans le bain comme ça. Est-ce qu'il est question ici de causer avec le fidèle? Il est question du pasteur de façon intrinsèque, sa vie privée. Oui. Est-ce que cette façon de faire... Non, c'est pas normal. Non, ce n'est pas un verset. Je veux dire, ce n'est pas un verset biblique. C'est ce qui parle. J'interroge ces interrogations parce que lui, il parle de la conversation avec les fidèles. Parce qu'ici, il est question du pasteur qui est impliqué dans ces choses. Est-ce que nous sommes suffisamment ouverts pour dire ce que nous vivons au quotidien? Parce que quand tu vas demander à quelqu'un d'autre, il va te dire, c'est ma vie privée, c'est mon problème, je peux peut-être traiter avec Dieu. Elle n'a jamais voulu révéler à ses sœurs en Christ. C'est qui est un problème? C'est qu'un hiver. C'est qui est un problème? Elle n'a jamais révélé, n'est-ce pas? Jamais. Au contraire, elle voulait préserver son. Et beaucoup jusqu'à maintenant, le lui reproche d'ailleurs que pourquoi tu as été silencieux. Permettez-moi de dire quelque chose à ce sujet. En fait, il y en a beaucoup de Osinachi qui souffrent comme ça. Alors que de cette façon, c'est jusqu'à maintenant. Alors que nous parlons maintenant. Il y a des gens dans le monde entier. C'est un problème mondial. Dans cette ville de Douala. C'est un problème mondial. Une artiste de cette ville de Douala. J'ai dû intervenir et j'ai demandé qu'ils se séparent. Ils se sont séparés. J'ai dit, je préfère traiter ça avec Dieu, mais assumer cette situation. Son mari est pasteur. Son mari faisait des pratiques inhumaines. Son mari faisait des choses qui n'étaient pas bien à dire. Je ne sais pas, c'est pas comme me l'a dit. Je l'ai vu chanter. J'ai dit, madame, vous n'êtes pas heureuse. Vos chants reflètent votre âme. Elle me dit pourquoi. J'ai dit, prenez mon contact, il faut qu'on se retrouve. Elle est venue à mon bureau, nous en avons échangé. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est rendue compte que j'avais découvert son problème. Qu'est-ce que cela signifie? Elle masquait. Elle couvrait son mari, elle couvrait son église, elle couvrait beaucoup de choses. Je vais donc dire que le cas de Osinachi
est une situation que beaucoup de femmes vivent. Mais je voudrais, quand on veut parler de violence, qu'on se pose la question, il y a deux types de violence que les gens n'arrivent pas toujours à disséquer. Il y a la violence verbale et il y a la violence physique. Alors, dans la plupart des cas, on ne voit la violence que quand il s'agit d'une violence physique. Or, même les hommes subissent des violences verbales. C'est-à-dire, une femme peut te dire des mots. Je me souviens, une femme m'avait traité de bonbon pasteur et qu'elle se demande comment je fais pour être pour être consacré pasteur et qu'elle se rend compte que je ne suis pas pasteur. Mon épouse à la maison. J'étais choqué. Et je vous assure, ce jour, si nous étions au Saint-Esprit, j'aurais levé la main. Donc, imagine quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas ce type de contrôle. Alors, je vous dis donc que le problème est de part et d'autre. La femme a sa responsabilité, l'homme a sa responsabilité. C'est-à-dire les frères et les hommes. Dans les deux camps. Mais je ne voudrais pas qu'on s'arrête au cas seulement de l'homme qui a tué. Parce que si on voit la mort, c'est l'extrême. C'est l'extrême violence là-bas. Mais il y a des violences, et je vais vous dire, ce n'est pas du premier jour qu'on arrive à ce qui est arrivé. Exactement. Il y a on dit en français une graduation des faits. Je vous le dis, je exhorte les femmes à être tempérées, à être des femmes comme la Bible le demande. Parce qu'on dit une femme sage bâtit sa maison. Mais qu'on ne soit pas des personnes violentes verbalement. Parce que quand l'homme veut aussi réagir dans la violence, c'est le coup de pompe. Parce que c'est la seule chose que l'homme peut mieux faire parfois dans cette situation. Là maintenant, nous avons quitté l'actualité et nous sommes ici en tant que serviteurs du Seigneur. En tant que serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais que nous abordions cette casquette-là. Parce que la violence dans le monde est d'abord violent. Parce qu'il est méchant. Oui. Mais lorsque nous abordons dans le corps de Christ, j'aimerais que nous parlions en tant que des saints et en tant que des serviteurs du Seigneur qui sont censés être à un niveau donné de moralité. Oui. C'est justement pour ça que nous abordons cela sur cette casquette-là en nous disant tout simplement qu'en fait, de tels comportements ne devraient pas exister. Ça ne devrait pas exister. Et pour que ça n'existe pas, il faut qu'il y ait un contrôle de part et d'autre. Que la femme soit capable de se contenir, d'être cette femme aimante, d'être cette femme qui communique l'amour, d'être cette aide, ce complément idéal que l'homme en a besoin pour son développement. Et que le mari soit aussi amour, puisqu'on demande à l'homme d'aimer sa femme. La Bible demande à l'homme d'aimer sa femme, que l'homme procure l'amour. Et l'amour veut dire la paix. Et l'écoute. Voilà. Mais pas que nous puissions plonger dans ce que la société. Parce que j'ai l'impression que la société entre à l'église et l'église entre dans la société. Voilà. C'est-à-dire. En fait, lorsqu'on voit le cas au Sinachi qui se passe là-bas, vous remarquez que ça veut dire qu'il y a des choses qui avaient été couvertes. Je dis toujours aux gens que si vous avez un tuyau qui passe dans le mur et que ce tuyau est défectueux, il faudrait me creuser ce mur et fermer le tuyau. Sinon, on verra l'auréole tout autour du mur et finalement les moisissures. Bien sûr. Et c'est manifestement ce qui se passe en milieu chrétien. Ce cas-ci vient nous interpeller une fois de plus pour dire effectivement que, comme le Seigneur l'avait dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 26, que tout ce qui est caché sera révélé. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Voilà. Lorsqu'on va cimenter nos péchés, cacher nos péchés, tôt ou tard, ça va se révéler. Parce qu'en fait, Dieu veut, le Seigneur Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, il a dit clairement que rien d'impur n'entrera chez lui. Or, j'ai comme impression que les pasteurs, les pasteurs qui sont fameux, qui sont connus au travers du monde entier, font tout pour préserver leur personnalité, leur famous, on dit ça en anglais famous, leur standard au détriment de la parole. On voit des pasteurs qui non seulement divorcent et réépousent d'autres femmes, ça ne dérange personne. On voit d'autres qui se séparent et épousent des fidèles, d'autres qui ont même 3 femmes, d'autres dans une dénomination, on entend que le pasteur soit avec telle ou telle personne et ça ne dérange personne. On ne doit pas toucher Daddy parce que Daddy est intouchable. Vous remarquez que si vous lisez la Bible, les saintes écritures, les saints qui sont là, qui sont censés nous corriger, on dit clairement il faut que le serviteur de Dieu doit être de modèle. La Bible donne au moins 19 exemples, enfin 19 conditions pour être seulement ancien. Et on trouve aussi les anciens qui sont alcooliques, des anciens qui sortent avec des femmes, des anciens qui de cette dérive qui se passe. On se pose la question maintenant. Mes questionnements viendront sur le standard du pasteur et si les pasteurs, ces pasteurs sont appelés de façon genuine par le Seigneur. Parce qu'en fait, le serviteur du Seigneur, tout à l'heure nous épiloguions sur le modèle de la société à donner aux enfants. Bien sûr. Sinon, tout à l'heure on a vu également que l'Église est un vecteur même de cette éducation. Sinon, le pasteur se comporte ainsi et que les enfants sont violents, quel conseil donnera-t-il ou bien quel apport donnera-t-il? Vous viendrez dans son bureau recevoir des conseils, pendant que vous serez en train d'exposer comment vous êtes violent et ainsi de suite, il serait en train de vous dire en vous que si vous saviez qui je suis aussi.
Donc vous remarquez qu'en fait la personne qui devrait être la solution se trouve être en même attachée de la même façon comme vous. Oui. Donc en fait il faut une véritable repentance, un épurement du Saint-Esprit au travail du corps. Et je rends grâce à Dieu que de telles choses se passent. Parce qu'en fait, comme j'ai dit dans mon propos liminaire, il y a beaucoup de synagogues qui souffrent à petit feu. Ceci va révéler, vous allez voir au fur et à mesure au milieu chrétien, des gens qui vont se lever pour dénoncer et parler de ces choses. Il est temps qu'on mette nos linges sales en famille, on les lave et on demande la grâce au Seigneur. Pascal nous offre l'opportunité d'ailleurs, puisque certains vont prendre les engagements, il faut donc savoir sur ce qu'on va vous engager pour que demain on n'ait plus ce genre de cas, pour qu'on cesse d'avoir des Osinachi qui meurent en silence. Oui, en fait, c'est que le problème, c'est que le frère vient d'exposer est un problème réel. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème de comment devient-on pasteur. Exactement, c'est là la base. Parce que quand quelqu'un va faire cela, est-ce le produit d'une formation? Est-ce le produit d'un problème, dont je peux dire économique? D'une volonté d'homme. Bon, voilà là où le problème se passe. Maintenant, donc, quand il faut le renvoyer maintenant au côté du mariage, il y a un autre sérieux problème aujourd'hui sur l'engagement en tant que mariage. J'ai toujours eu l'habitude de dire aux jeunes femmes, on décide d'aimer quelqu'un. On n'aime pas quelqu'un à premier abord, oui. Pourquoi? Parce qu'on décide, parce que quand tu décides d'aimer quelqu'un, tu dis, je connais cette personne. Je suis capable de supporter. J'accepte. Je me décide de l'aimer. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas décider d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui. Or, dans le processus du mariage aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'Église a échoué. Raison pour laquelle, avec Denise Bonnet, on avait convenu lors de notre format qu'il est important aujourd'hui que certaines personnes aillent à l'école même du conseil conjugal. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'en fait, la Bible révèle même que trouver même le bon partenaire, c'est une grâce. Il déclare pour le cas de l'homme que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur parce que c'est un don qu'il reçoit de la part du Seigneur. Ce n'est pas un problème de formation, comme il est en train de dire. C'est une grâce. Toute formation, parce que les gens qui forment, vous allez chez un conseiller d'orientation, lui-même il est désorienté. Vous allez sur un conseiller matrimonial, il est divorcé. Vous ne pouvez pas attendre de la société ou bien vous ne pouvez pas colmater les versets bibliques ça et là pour pouvoir conseiller une famille. Sinon, il faut la grâce du Seigneur. Et en tant qu'institution, il faut. Dans la Bible nous enseigne clairement qu'en fait les différents ministères sont des grâces réparties par le Saint-Esprit. Donc au milieu du corps de Christ doit y avoir des gens qui ont la grâce d'arranger les problèmes du foyer. C'est pas n'importe qui entre dans un foyer pour arranger. Vous pouvez entrer dans un foyer et créer encore davantage des problèmes. D'accord. Voilà. On va prendre la dernière articulation de ce matin. On espère que ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent ce que les panélistes disent à la population, à la grande communauté des auditeurs. Il faut chercher la face du Seigneur et comprendre ce pourquoi vous engagez dans l'art de prononcer le mot je t'aime ou oui je le veux. Il faut bien entendu avoir bien réfléchi et bien prié et que le Seigneur vous ait certainement parlé. Permettez avant de cette transition que je lise ce que 1 Timothée chapitre 3 dit. Allons-y. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque donc surveillant, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. 1. Mari d'une seule femme. 2. Sobre. 3. Modéré. 4. Réglé dans sa conduite. 5. Hospitalier. 6. Propre à l'enseignement. 7. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. 8. Ni violent. 9. Mais indulgent. 10. Pacifique. 11. Désintéressé. 12. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. 13. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission 14. Et dans une parfaite honnêteté. 15. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? 15 points bien relevés. Très bien. Et on peut compléter avec Tite chapitre 1 verset 5 et suivant. Voilà. C'est ce que vous voulez dire qu'en fait on doit questionner les entrées des uns et des autres. Ce passage, c'est 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Donc que les uns et les autres aillent pendant qu'on prend la manche de cette dernière articulation de cette compréhension ce matin. On a les taxes sur les transactions également. Ou un des moments qui commence vraiment à embêter quand on allait faire un retrait. On recoupe plus de 200 francs et quand il s'agit de plus de 50 000, on recoupe plus de 1000 francs. On a l'impression que c'est un redressement du trésor public qui est en cours, mais qui paye les frais, c'est le Camerounais là. Et c'est ça un problème en cause. Et remarquez qu'au Cameroun, ici, et j'ai comme l'impression que c'est un esprit, là où il y a des véritables problèmes à adresser, où on doit adresser la solution, on n'adresse pas.
Lorsque la population vient de souffrir, au fur et à mesure, on a comme l'impression que le Camerounais, comme on n'est pas violent, dans certains pays, au Ghana, dans le Parlement ghanéen, les gens ont dû aller à couteau tiré, même avec des coups de poing, à cause de cette loi-ci. Lorsqu'on a voulu augmenter les taxes dans la République. Mais ici, nous avons tout va bien, les va oui à l'Assemblée nationale qui sont censés représenter la population. On a également des syndicats de consommateurs qui ne disent absolument rien parce qu'ils sont dans la poche du gouvernement. Maintenant, et remarquez qu'à chaque exercice budgétaire des nouvelles lois de finances, des nouvelles lois entrent sans que on ne regarde sur le salaire et les retombées financières des uns et des autres, que rien ne bouge. Donc vous touchez 80 000 francs, en l'espace de 3 ans, on augmente 8 tasses, et que dans ces mêmes 80 000, le pouvoir d'achat n'a pas changé. Il y a un problème. Et je disais ici qu'en fait, on ne regarde pas les vrais mots, ou mieux encore, on fait fi de ne pas connaître les vrais mots. L'État a les sources et les revenus de ces pays qui ne sont pas contrôlés. La recette pétrolière, les gens ne savent pas d'où ça va. Alors qu'en fait, c'est les recettes pétrolières on a des bauxites à l'est, on a le bois qui sort chaque fois, on a des minéraux sur le pays qui ne sont pas exploités, on ne sait pas où ça va pour que le pays puisse en souffrir comme ça là. Et chaque fois on va toujours prélever dans le poche du consommateur. Donc ce que je suis en train de dire, c'est, vous remarquez, vous quittez Japoma seulement depuis le pont de la Dibamba jusqu'à l'entrée de la ville, vous avez remarqué qu'il y a au moins 4 contrôles. Dernièrement, une ONG dénonçait, et le ministre de la Défense, avec les conseils qu'ils ont fait, ont dénoncé plus de 60 postes de contrôle. 66 postes. 66, et donc 39 ils disent clairement, étaient de façon illicite. Et dans ces 39 là, ils disent dans leur communiqué que ces 39 là avaient été faits par des administrations connexes. Et il faut donc les enlever. La question c'est, est-ce que les gens seront punis? L'argent qu'on a collecté là, c'est quoi? Vous remarquez quand un gendarme s'assoit dans sa voiture, bien sur sa moto, les camions viennent garer, il ne contrôle pas la visite technique, il ne contrôle pas si c'est normal. Déjà qu'il y a une loi qui dit entre 6h et 18h, il ne doit pas circuler dans la ville. Ces camions-là, ils descendent sur le motoboy, ce qu'on appelle le motoboy, l'assistant, qui va donner juste de l'argent aux gendarmes qui se trouvent là-bas. Ce camion-là, peut-être le frein est défectueux. Il arrive dans la ville, et puis voilà le frein, il tue 3 personnes, 4 personnes, et le gendarme est là. Il a pris 5 000 francs, laissé un camion qui ne doit pas circuler. Donc il y a des vrais problèmes qu'on devait adresser dans ce pays. Si on ne le fait pas, on laisse tout simplement. On a de pousser les gens haut à bout pour pouvoir se soulever. D'accord. Charles Degakano, on a ce problème de taxes dans les transactions des portefeuilles mobiles. À qui profite? On a l'impression qu'on a redressé la balance qui a été creusée, faussée par la Covid, mais est-ce que c'est une bonne justification? Moi, je pense que ce problème est le résultat ou la résultante d'une passivité sauvage des Camerounais. Les Camerounais sont un peuple qui ne sait faire foule, qui ne connaît pas où se trouvent leurs intérêts. C'est pour ça donc que je me suis amusé à dire un jour que chaque Camerounais est un voleur. Excusez-moi de ce que je viens de dire, est un voleur parce que vous ne pouvez pas gagner 30 000 francs de salaire mensuel et louer un studio, nourrir vos enfants, les envoyer à l'école et vous-même aller au travail chaque jour. Quelque chose ne va pas. Sans vous plaindre. Sans vous plaindre. Le SMIC à 36 000 n'aime personne. 36 000, c'est pour payer une chambre à combien? C'est pour vivre comment? Donc, vous voyez, à côté, le train de vie des gouvernants n'a jamais diminué. Au contraire, ils ont des lignes supplémentaires. Un contrat comme la ligne 94 qu'on parle chaque jour, qui se lève à plusieurs milliards. J'ai dit, ce peuple camerounais qui est responsable de ce qui s'est passé. Donc, le pasteur vous appelle au soulèvement. Je n'appelle pas au soulèvement. Je viens juste à dire que les gens doivent prendre conscience de leur situation. Oui. Et faire quoi non? Et faire quoi? Non. Si tu prends conscience d'une situation, il faut quand même la mettre sur la table et en discuter. Déjà en famille, parce que je prends un exemple. Un jour, je me suis amusé à aller au marché. Je voulais faire du riz sauté. J'avais 2 000 dans ma poche. J'étais incapable de faire le riz sauté avec 2 000. Je me suis demandé, mais ces femmes font comment pour faire le marché? Alors je me suis posé la vraie question. Pourquoi le panier de la ménagère maigrit au quotidien alors que les salaires n'ont jamais augmenté? Alors donc, la question posée, et je vois la loi sur le terrorisme est fait à dessein. Une parole comme celle que vous vouliez m'attribuer, automatiquement vous met dans le rang d'un terroriste parce qu'on vous dit vous avez appelé à soulèvement. Or, vous voulez juste que les gens prennent conscience de la situation parce qu'on ne peut pas chaque jour. La dernière augmentation de salaire date de très longtemps. Exactement. Et ce n'était pas
conséquente. Pourtant, il y a quelques semaines, on a grimpé le prix de la baguette de pain. De baguette de pain. On voulait grimper encore le prix du transport. Il y a quelques jours, les matériaux de construction, tout ont grimpé. Oui. Voilà. Et dans le ministre de quoi, le ministre du commerce a demandé de serrer les ceintures. Il a dit serrer les ceintures. Oui, les temps à venir seront difficiles. On demande à qui de serrer la ceinture, à la population. Ils ne diminuent pas. Est-ce qu'eux serrent la ceinture avec nous? C'est la question. Mais je suis en train de dire ceci. Je n'appelle personne au soulèvement. Ça ne me ressemble pas. Et ce ne sont pas mes propos. Et ça me profite en rien. Mais la seule chose que je demande au Camerounais, monsieur le dit ceci, c'est qu'au Cameroun, on teste les Camerounais. Le gouvernement nous teste. Il faut passer des projets de loi pour voir comment on va réagir en groupe. Il faut passer des projets. Oui, si on réagit pas, ça passe. Si on réagit. Puisque l'année dernière, ils ont voulu faire taxer le téléphone portable. Que le gouvernement soit prélevé sur vos frais de communication. C'était une histoire terrible. Moi, ce qui me choque, c'est que il y a les vrais problèmes qui sont posés, on ne les voit pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a les vrais problèmes auxquels on devrait travailler, on ne voit pas. Je me souviens, il y a quelques années, mes camarades et moi, dans le cabinet où nous travaillons, nous avons une proposition pour mettre fin à la prise en charge des blessés et des accidentés sur le triangle La Mort au Cameroun. On a fait un projet, je vous assure que ce projet a traversé plusieurs ministères, qui étaient dressés pour deux ministères, le ministère de la Santé publique et le ministère des Transports. La seule chose qui les intéressait, où allez-vous trouver le financement? Nous avons dit, nous avons notre financement. Ce projet, c'est 576 millions de francs CFA. Nous avons 600 millions. Maintenant, l'enquête menée était de savoir où allez-vous trouver les 600 millions. Vous allez trouver. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le projet n'a jamais marché. Cette affaire s'est arrêtée parce que l'enquête avait été mise sur le financeur, c'est celui qui devait financer le projet. Il a été entendu au CED, il a subi toutes les tortures parce que pourquoi il trouve 600 000 potentiels. Oui, parce qu'on se disait et on a expliqué ce que ça donnait à l'État du Cameroun 1,770 milliard en termes d'impôts annuels. Ouais. C'est terrible. Et ça a créé 650 emplois. Dans ce cas, que faut-il faire avec ce gouvernement? Rien que sur un seul axe. Et quand il fallait prendre tout l'axe à nous, on était à près de 4000 emplois directs. C'est terrible. Moi, quand vous faites de bonnes propositions, on y fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que notre projet a été grignoté, on a picoré à gauche, à droite, et on est en train de vouloir l'implémenter sans nous. Et donc, c'est un parti de ce projet. Je vous dis, ce pays fait mal, ça donne la sueur froide. C'est la raison pour laquelle il faut se soulever alors. Il faut prier, mais soulever, ce n'est pas à Charles de soulever, Charles n'est pas l'auteur de la révolte. En tout cas, Charles conscientise et que chacun prenne conscience de ce qui a lieu de faire. L'année prochaine, il y aura encore une autre loi de finances et on vote les lois de finances, on n'enlève pas, on augmente au fur et à mesure, on n'augmente pas des salaires, on augmente. Donc attendons-nous au janvier prochain d'une nouvelle loi de finances qu'on va encore augmenter. Ne soyez pas surpris qu'on va commencer à taxer même de l'air à respirer, même l'eau à boire. Bon. Merci beaucoup, cher monsieur. Vous êtes arrivé à l'exercice ce matin. On a parlé certainement de la mort de Vincent de Paul. En tant que les enquêtes en cours se prononcent, les résultats. Donc, on parlait des phénomènes de pathos à Cribé. La famille est le premier inculpé, le premier responsable. L'Église a sa part en tant que modèle, parce que si les pères ne sont pas dans l'Église, les enfants le seront encore moins. Ainsi que la société qui a sa part de rôle et l'environnement. On va également parler de la mort de Osselachi, où il faut revenir sur le véritable motif qui conduit les uns aux autres au mariage et prier le Seigneur pour que sa grâce localise pour certains de trouver des bons conjoints, des bons époux. Et au final, nous allons parler également de cette taxe sur les transactions au MOMO, où véritablement la question qui se pose, à qui profite cela? Qu'on croit, on ne croit pas, mais on prie pour que le Saint-Esprit transforme les cœurs, parce qu'au final, il faudrait que Dieu intervienne. En fin de compte, on voit que l'Église a sa part. Nous, en tant que chrétiens, on n'apporte pas la révolte parce que la Bible déclare qu'on ne doit pas s'opposer au pouvoir qui est là. Ouais. Mais on ne peut pas faire cela pour tout le pays parce que tout le monde ne comprendra pas la règle biblique. Oui. Mais je pense pour ma part, si en tant que citoyen, je crois qu'il faut dans ce pays, c'est les états généraux de l'éducation. Oui. Il faut les états généraux de l'éducation. C'est un bon projet, il faut le dire. On convoque même l'État, l'Église. Qu'on s'assoit ensemble, on réfléchit là-dessus, on pousse des réflexions pour regarder quel axe d'éducation va orienter pour notre pays. On peut continuer à
à gober les cultures étrangères qui ne sont pas propres à notre Qui réalité. ne profitent à rien. Qui ne profitent à rien, justement. Voilà. Pourtant, ça aliène plutôt les enfants. Il faut qu'on repense même la démocratie au modèle africain. Oui. Que chaque peuple qui a ses réalités puisse intégrer dans ces modèles de démocratie-là ses cultures propres pour son orientation et pour son épanouissement. Voilà. Moi, je pense, je veux dire un dernier mot. Je veux dire ceci. Ce qu'il dit est un rêve utopique. Oui. Dans la mesure où tous nos politiques ne sont pas édictés par nous. Je vous parle, la loi sur la décentralisation n'est pas une loi camerounaise. Elle est une loi des pays francophones, copie conforme de la loi française. La loi même sur l'augmentation des taxes téléphoniques n'est pas un problème camerounais, c'est une dictature du système suisse, si vous comprenez ce que ça signifie. Donc je veux dire qu'aucune décision n'est propre à nos pays. Donc, nous sommes États généraux. Le problème des États généraux est un problème lié à l'implémentation. On prend de très bonnes décisions, on met dans les tiroirs et on oublie et on y passe. En faisant les États généraux, les gens, les décideurs parleront autour de la table, on regardera la direction qui est bien. Peut-être avec la crise et la guerre en Ukraine et que le changement de puissance dominante, on pourrait y arriver. Voilà, merci beaucoup M. Charles Péka. On est optimiste. Merci également à Elie Bertrand Junior Tabda de vous être livré à l'exercice ce matin. GBN Hebdo, c'était une bonne signature, certainement vous nous reviendrez au besoin. C'est bon, c'est donc point final pour ce samedi. Merci beaucoup pour votre présence. Vous qui avez honoré cette invitation à cet exercice de décrypter l'actualité pour nous, pour éviter toute désinformation et toute malformation. Et une cas, c'est mon nom, restez connectés sur GBN Radio parce que le meilleur se poursuit. DBN Radio 96 FM. C'est votre radio au service du corps de Christ et de la société pour bâtir